L'instant de l'actualité mondiale sur CAMNews 24 à tous et à toutes, bienvenue sur International. Le décryptage de tous les sujets retenus aujourd'hui se fera avec le concours de Ghislain Cougan que j'accueille déjà sur le plateau. Le plaisir est partagé. Nous irons tout de suite en République centrafricaine. Selon les résultats du second tour de la présidentielle publiée par l'autorité nationale électorale, l'ancien Premier ministre Faustin Archange Touadéra a recueilli 62,71% des suffrages contre 37,29% pour son rival Anissé Georges Dologuélé. Ces résultats suscitent beaucoup d'espoir en Centrafrique. En République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a remporté la présidentielle. Les résultats du second tour dimanche dernier ont été annoncés ce samedi par l'autorité nationale électorale. Des résultats qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Ancien Premier ministre, Faustin Touadéra a recueilli plus de 62% des suffrages contre 37% pour son rival Anissé Georges Dologuélé. Ce dernier a reconnu sa défaite. Les chantiers qui attendent le nouveau président sont immenses. Il s'agit de redresser un pays après plusieurs années d'instabilité. En 2013, le chef de l'État, François Bozizé, avait été renversé, ce qui avait provoqué des violences intercommunautaires. Une situation qui a plombé un peu plus une économie déjà mal en point. Dans le vif du sujet et d'entrée de jeu, qui est Faustin Archange Touadéra? Faustin Archange Touadéra est simplement le nouveau président de la République centrafricaine, on peut le dire ainsi. C'est un ancien Premier ministre, d'ailleurs le dernier Premier ministre de l'ex-président François Bozizé, qui a été un peu pris à partie dans le KNK et qui a donc décidé de faire cavalier seul. C'est la raison pour laquelle il s'est présenté à la présidentielle sous la bannière d'une candidature indépendante, et il est aujourd'hui à la tête de ce pays en transition qui notamment doit tourner la page sombre du passé et puis embrayer sur un avenir que l'on souhaite radieux. Alors si je vous comprends bien, ça veut dire que cette élection tourne véritablement la page de la transition. Elle est censée tourner la page de la transition, pas simplement de la transition, tourner la page d'une bataille, d'un chaos dans lequel le pays était plongé depuis 2013-2014 à la suite des violences intercommunautaires dans ce pays. Et donc, il est question maintenant, à travers l'élection d'un nouveau président, de trouver des voies et moyens, de mettre sur pied des institutions crédibles, de construire un État. C'est pourquoi beaucoup disent que une présidence, c'est bien, mais un parlement, c'est encore mieux. Donc, il n'y a pas encore des résultats pour ce qui est des élections législatives dans ce pays, pour qu'on ait un parlement, à savoir l'Assemblée nationale, à savoir le Sénat. Je ne suis pas sûr que ce pays a le Sénat. Enfin, il faut le parlement, il faut l'Assemblée nationale pour qu'il y ait tous les leviers, notamment constitutionnels, et pourquoi pas, pour que la vie politique dans ce pays prenne véritablement corps. On en vient justement, le nouveau président arrive au moment où les législatives sont en vue. Son statut de président sans parti politique pourrait-il jouer en sa défaveur s'agissant justement de la formation de son gouvernement? Justement, c'est à ce niveau que la barque va se corser pour lui parce qu'il faudra composer. Vous savez très bien que lorsque vous avez brigué la présidence avec une candidature indépendante, ce qui est quand même rare, pour ne pas dire rarissime sur le continent africain et même partout ailleurs, on peut le dire aujourd'hui en RCA, c'est une curiosité. On aimerait bien voir comment est-ce que Faustin Archange Touadéra va devoir composer avec les différents partis politiques, les différentes coalitions qui ont bien voulu lui accorder leur voix. Il convient également de noter ici qu'en réalité, il faut saluer notamment cette initiative-là de candidature indépendante. Qui l'eût cru? Est-ce que sur le continent africain, on peut aujourd'hui accepter, on peut croire qu'un candidat indépendant peut arriver sans bannière politique à briguer la présidence de la République? Il s'agit là d'une avancée historique sur le plan africain, notamment en Afrique centrale. Entre parenthèses, vous le disiez déjà sur ce plateau, en encourageant Touadéra qui avait obtenu 19% au premier tour, alors qu'Anissé Georges Dologuélé, qui lui avait bénéficié notamment des consignes du KNK, le KNK le Kwanakwa, qui est le parti de Bozizé, qui avait demandé au sommet du parti de voter pour Dologuélé, au détriment bien évidemment de Touadéra, qui lui avait décidé d'être un dissident. Alors 23% au premier tour pour Dologuélé et 19% pour Touadéra, de mon point de vue, je l'ai signifié ici, montrait véritablement
disant que le gagnant du premier tour n'était pas Deleguélé, mais était plutôt Touadéra qui, en tant que candidat indépendant, avait su allier la base du parti, le KMK et ses partisans. Et aujourd'hui, le résultat est là. Même s'il faut noter que très souvent, il a bénéficié de la coalition des autres partis politiques. Mais il faut comprendre qu'en matière de politique, il s'agit des calculs. Si d'autres formations politiques ont souhaité lui accorder leur voix, c'est parce que ces formations politiques-là ont compris que Touadéra avait une base solide déjà sur laquelle eux aussi pouvaient surfer. Alors, les démons de la revanche et promoteurs des divisions pourraient-ils avoir droit au chapitre dans ce pays qui semble qui souhaite tourner définitivement la page noire de son histoire? Automatiquement, il faut un gouvernement inclusif. Il n'est pas question maintenant de l'exclusivité, d'exclure certains. Maintenant, il faut aussi juger de la bonne foi des uns et des autres. C'est pourquoi je pense que le vrai combat commence maintenant. Il faut remettre sur pied un pays en chaos, un pays en lambeaux, comment on peut s'exprimer, un pays où il n'y a pas d'institution, où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas véritablement une économie qui fonctionne. Il faut faire tout cela. Et avec cela, il faut composer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui brandissaient l'instabilité dans ce pays pour lui accorder leur aide économique. La France, la Belgique, les pays de l'Union européenne, les États-Unis. Aujourd'hui, on estime qu'avec l'élection présidentielle, on a mis fin à la transition et que maintenant, le pays vit comme un pays normal. Et donc, ils sont maintenant que le pays, la RCA, puisse bénéficier des aides de ces pays qui estimaient qu'ils ne pouvaient pas fournir de l'aide humanitaire ou alors économique au pays parce qu'il y avait encore la transition et que la transition était véritablement beaucoup trop longue. Quel avenir pour Seleka et Antibalaka dans ce contexte actuel, dans le contexte actuel? On verra bien, l'avenir nous le dira, si on peut s'exprimer ainsi. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de regards sont arrivés sur la RCA. Elle ne doit plus se louper, elle doit véritablement se remettre sur les rails. Et pour cela, elle a besoin, cette formation ou alors cette entité étatique, des appuis multiformes de l'Union africaine, hein, qui doit véritablement jouer son rôle, pas simplement être là pour multiplier les forats. Il faut surtout que les pays de la région Afrique centrale, je parle du Cameroun, on parle du Tchad, on parle du Congo-Brazzaville, on parle de la Guinée, du Gabon, que ces pays-là puissent aussi encadrer ce petit pays qu'est la RCA. Parce qu'il faut noter que près de 2 millions de personnes se sont inscrits, il y a eu 1,153 qui ont voté et il y a 1,108 qui ont exprimé véritablement leur vote parce qu'il y a eu des bulletins nuls. Vous comprenez qu'il n'y a pas eu véritablement une grande faveur au cours de la présidentielle, mais vivement, c'est véritablement une avancée significative avec l'élection d'un nouveau président. Dénouement heureux donc en République centrafricaine avec cette élection. Nous allons partir du côté de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante et la dynamique de l'opposition ont échangé sur la faisabilité des élections en cette année 2016. La CENI a évoqué les difficultés auxquelles elle est confrontée et qui ne lui seraient pas imputables. Mais pour la dynamique de l'opposition, il faut donner priorité à l'élection présidentielle qui est très importante et constitutionnelle. Nous avons écouté la CENI et nous l'avons aussi répondu à certaines questions, dont notamment la question de la Constitution, que tant que la CENI resterait dans la défense des acquis, des valeurs de la Constitution, nous allons demander à l'Assemblée de notre peuple de la soutenir. Mais une fois déviée, nous la combattrons autant que nécessaire. Mais l'exposé que le président de la CENI nous a fait tout à l'heure, je crois que les honorables présidents de partis politiques qui sont ici avec moi, tout le monde a constaté qu'il y avait beaucoup de parts de vérité. Mais nous devons réaffirmer ici que la CENI est un organe technique. Ce n'est pas un parti politique. C'est un organe technique. Nous avons le devoir et l'obligation de l'accompagner tant qu'il reste dans la ligne de la Constitution de la République. Et personne, d'en bas à haut, il n'y a personne qui est au-dessus de la CENI que le peuple congolais. L'unique patron de la CENI, c'est la nation congolaise. Mais au moins, vous devez savoir que c'est le peuple congolais dans son ensemble
qui est l'ENI, que c'est le patron de la CENI et que la CENI doit respecter notamment la date des élections présidentielles. Parce que ça ne demande pas beaucoup de choses, beaucoup de formules. C'est une date connue dans la Constitution, énumérée, attendue par l'Assemblée de notre peuple. Une fois que nous avons réglé cette affaire de présidentielle, mes amis, les restes, on peut voir après. Alors, peut-on parler de difficultés à organiser une élection dans un contexte où la date est fixée d'avance par la Constitution? Évidemment, toute cette gymnastique, c'est pour dire qu'on ne peut pas organiser l'élection présidentielle au Congo, Kinshasa, en cette année 2016. C'est tout, c'est la quintessence, la substance, notamment de tout ce cinéma. En réalité, il s'agit d'une rencontre qui est d'une vacuité déconcertante. Quand vous voyez la rencontre entre l'opposition et la CENI, c'est simplement pour évoquer des problèmes techniques et puis politiques. Technique, pourquoi? Parce qu'il est question aujourd'hui de toiletter le fichier électoral. Pourquoi? Parce que de 2011 à 2016, il y a 5 ans, il y a de nouvelles personnes qui sont devenues majeures. Il faut donc les intégrer aujourd'hui. Alors la CENI fait part de ce qu'on ne peut pas aller à l'élection présidentielle en respectant le calendrier constitutionnel avec un nouveau fichier parce qu'il faut du temps pour notamment intégrer ces nouveaux majeurs. Et puis la CENI dit à l'opposition qui ne veut pas entendre raison, l'opposition estime que perdre du temps, c'est favoriser un glissement du calendrier qui va être une opportunité de plus pour le président Joseph Kabila Kabange qui veut briguer un 3e mandat. Alors vous avez deux factions différentes. Vous avez le sentiment ici que la CENI prend fait de cause pour le pouvoir. C'est d'ailleurs ce que dit l'opposition. Et vous avez donc, d'une autre part, l'opposition. Donc, c'est un dialogue dessous. On essaie de dialoguer, mais on ne se comprend pas au fond. Ça chope sur un ensemble de préoccupations. Vous savez que la francophonie qui participe à aider le pays pour l'organisation est d'avis avec, premièrement, le respect scrupuleux de la Constitution pour que l'élection présidentielle se tienne en 2016. Or, il est évident, et d'ailleurs la CENI l'a précisé, s'il faut respecter le calendrier de la Constitution pour une élection présidentielle en 2016, il faudra aller à l'élection avec le fichier de 2011. Or, l'opposition n'en veut pas. Les membres partenaires de la RDC n'en veulent pas également. Alors, retour à la case départ. C'est pourquoi je parle d'une gymnastique, d'une organisation, des échanges dessous finalement. La présence des forces vives de l'opposition à cette concertation est-elle de nature à faire bouger les lignes à la prochaine présidentielle? C'est l'idée est de faire bouger les lignes. Mais lorsque les partis prenantes campent sur leur position, et vous avez le grand monsieur, l'Union africaine, qui se fait des déclarations comme d'habitude, qui ne fait pas grand-chose, qui invite toujours au dialogue. Vous savez, il y a un constat sidérant sur le continent africain. Le mot, l'expression, j'ai travaillé sur la question, l'expression la plus relevée, la plus prononcée sur le continent africain, c'est dialogue. Et quand vous regardez au fond, personne ne croit à ce dialogue-là. En fait, ce mot devenu a été galvaudé. Tellement il est prononcé, tout le monde dit dialogue au Cameroun, c'est le dialogue. En SCADB parle du dialogue. Au Congo-Brazza, c'est le dialogue. RDC, c'est le dialogue. Au Rwanda, au Burundi, l'Union africaine a demandé au président Nkurunziza de dialoguer avec l'opposition. C'est le mot le plus utilisé. Mais curieusement, c'est le mot qui est le moins suivi finalement. Donc en réalité, le débat entre l'opposition et la CENI, c'est bien pour une rencontre, c'est bien de s'attabler pour débattre, mais c'est encore mieux de trouver des solutions. On estime qu'il y a encore du temps et on espère qu'avec ce temps-là, que ce soit le pouvoir et la CENI et l'opposition vont finalement trouver un terrain d'entente pour contenter tout le monde. Autre question sur le sujet. Le camp Kabila a-t-il des raisons de prendre au sérieux cette cohésion de points de vue qui prend corps dans l'opposition? Évidemment, mais il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème crucial, fondamental en RDC. Ce pays n'a pas une démocratie majeure. Les partis politiques au Congo-Kinshasa n'ont pas une maturité politique. Ce sont des partis qui apprennent encore de la démocratie. Et dans un contexte où ce pays est cristallisé par des guerres dans le nord qui vouent par-ci par-là, il est difficile pour des formations politiques de tenir tête au parti du président au pouvoir. Il faut également préciser que beaucoup de présidents de partis politiques n'ont pas de véritable, beaucoup de partis politiques n'ont pas de véritable assise populaire. D'ailleurs, ces partis politiques existent simplement dans les imaginations de ces promoteurs, de ces présidents de partis. Alors, je prends un cas simple. Dans un pays comme la RDC, où il n'y a pas une suffisante maturité politique, les partis politiques qui se créent sont à la solde de la corruption. Vous pensez que si on procure 50 millions de dollars
à un président de parti politique qui n'a pas eu d'assises populaires? Il dirait non. Alors, quel jeu il joue à être devant la CENI et à réclamer un calendrier électoral et tout ce qui s'est dit autour de la date de l'élection présidentielle? En réalité, il s'agit de l'actualité, ce qui se fait partout. Mais je pense également que tout ce qui est réclamé, c'est normal. Mais je ne suis pas convaincu aujourd'hui. Si on élimine Étienne Tshisekedi ou alors Vital Kamerhe, je ne suis pas sûr qu'avec d'autres formations politiques, dans les conditions que l'on sait, même si on peut évoquer ici la non-sincérité ou alors le degré d'indépendance de la CENI par rapport au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'avec toutes ces conditions réunies, ces gens-là battraient Kabangé Kabila. On parle quand même de dynamique dans ce cas. Le vocable n'est pas à négliger, la Le dynamique de l'opposition. Le vocable n'est pas à négliger, tout comme dialogue. Le mot dialogue n'est pas à négliger, mais sur le terrain, dans les faits, ce n'est pas ce qui se fait. Et il est clair que quand on parle de dynamique, on dit dynamique aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore arrêté sur les règles à observer pour la présidentielle. Je suis convaincu que si toutes ces règles-là sont établies, la question va maintenant se poser de qui va porter cette dynamique. Et c'est là où vous verrez des bataille d'ego, comme on va bien évidemment le voir pour le cas de l'autre Congo. Tout à côté, au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été entendu le 22 février dernier par le procureur de la République de Brazzaville. Le candidat à la présidentielle est mis en cause dans une vidéo tournée en 2007. Écoutons tout d'abord l'intervention du procureur de la République près les tribunaux de Brazzaville. Des articles 12 nouveaux et 29 du Code de procédure pénale, j'ai prescrit en date du 17 février 2016 au directeur général de la surveillance du territoire les missions ci-après. Petit A. Procéder immédiatement à l'interpellation de M. Jean-Marie Michel Kokoko. Petit B. Procéder sans délai à son interrogatoire ainsi que de tout sachant. Petit C. Déférer à mon parquet le ou les concernés après enquête. Par ailleurs, je précise que cette enquête se fera dans le respect du principe de la présomption d'innocence et dans celui des droits dus ou des mises en cause. Alors, Justin, comment une vidéo peut-elle mettre en doute la probité morale d'une personnalité de la trempe du général Jean-Marie Michel Mokoko? Sinon, que reproche-t-on au général? Je pense que la vidéo, et c'est l'une des constats clairs, le général Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas nié l'existence de la vidéo. La vidéo, elle existe. Il a plutôt fait part de ce qu'il s'agit d'un piège, d'une manipulation, sans lui-même s'expliquer et s'exprimer sur le fond même de ce qui est reproché dans la vidéo, à savoir le débat et tout ce qui concourt à ériger un coup d'État contre le président Sassou Nguesso. En fait, il s'agit des enquêtes préliminaires sur des faits graves qui pourraient menacer la stabilité du pays. Donc, la vidéo, elle existe. Il a reconnu la vidéo qui a été tournée en 2007, il y a de cela 9 ans aujourd'hui, mais il a fait part de ce que la vidéo est une manipulation pour justement le discréditer. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on lui reproche cela? Évidemment, s'il est clair qu'il y a une vidéo et qui traduit une volonté de fomenter un coup d'État contre le président en place, c'est évident qu'on lui reproche quelque chose. Maintenant, l'autre dimension, c'est la dimension de neutralité, puisqu'il estime, il précise qu'en réalité, cette vidéo-là a été montée, a été truquée, il y a un ensemble de choses qui sont mises en avant pour justement atteindre pour le nuit. Alors, la remontée en surface de cette cassette vieille d'au moins d'une dizaine d'années serait une pratique saine de la part des autorités congolaises à l'approche d'une élection aussi importante. Est-ce que c'est une pratique saine? Non, en politique, la question n'est pas sur la moralité. La politique est une jungle. La politique, c'est l'opportunité du moment. Alors, quand vous avez un adversaire en face de vous, vous avez décidé. Je pense qu'il faut comprendre tout ce qui se passe. Jean-Marie Michel Mokoko était chef d'état-major du président Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire qu'il a accompagné ce président dans nombre de choses, dans nombre de victoires. Le 3 février, il décide de claquer la porte. Alors, et une semaine plus tard, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. À partir du moment où il veut être candidat, ça veut dire qu'il veut briguer la présidence et donc il est concurrent. Il veut combattre, il veut contrecarrer Sassou Nguesso. Il devient son adversaire politique. Et en politique, on ne se fait pas de cadeaux.
Il est question maintenant pour Denis Sassou Nguesso qui estime qu'il s'agit d'une trahison parce qu'il convient de préciser que le général Jean-Marie Michel Mokoko était le président de l'ex-MISCA en Centrafrique et qu'aujourd'hui le représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine en RCA. Et que pour avoir ce poste-là, évidemment, il a bénéficié des faveurs du président Sassou Nguesso qui a dû appuyer son dossier. Alors, Denis Sassou Nguesso estime qu'il s'agit d'une trahison. Vous avez en face de vous un concurrent, il faut donc réagir. Maintenant, s'il faut revenir sur le côté moral, on peut interroger pourquoi aujourd'hui. Puisque, là je vous rejoins, la vidéo a été tournée en 2007. Pourquoi 9 ans plus tard? Eh bien, simplement parce qu'on se rend compte que le général Jean-Marie Michel Mokoko est donc un concurrent à prendre au sérieux par le pouvoir en place qui, de ce point de vue-là, protège un peu ses arrières. Un concurrent à prendre au sérieux, autrement dit, pour être plus explicite et peut-être plus clair encore, est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko ferait peur au pouvoir de Brazzaville? Évidemment qu'il ferait peur. Évidemment. Pourquoi? Parce que déjà, il a travaillé avec le pouvoir de Brazzaville. Ça veut dire qu'il maîtrise les arcanes du pouvoir. Et vous savez très bien que les régimes sur le continent africain, notamment en Afrique noire, sont des régimes présidentialistes à dominance militaire. Et donc, en tant qu'ancien chef d'état-major, il maîtrise bien évidemment les rois du pouvoir. Et deuxième chose, il est très bien vu par le Congo. Il est connu comme quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui ne s'est pas compromis avec un ensemble de choses. Il est du Nord, tout comme le président Denis Sassou Nguesso. Et vous savez très bien que la principale force politique du président Sassou vient du Nord. Lui aussi étant du Nord et étant vu au Congo-Brazzaville comme quelqu'un d'intègre, et donc il est un concurrent direct pour le président Sassou Nguesso dans le Nord, qui est le bastion favori de ce président. Donc Jean-Michel Marie Mokoko est un adversaire pour le président Sassou, mais il faut également relativiser tout cela en faisant comprendre simplement que lui, premièrement, il n'a pas un parti politique, il ira donc en tant qu'indépendant. Deuxièmement, il n'a pas les moyens stratégiques, les moyens de l'État dont dispose le parti de Sassou Nguesso, qui est en note de bataille, je tiens à le préciser, depuis 2012. De ce point de vue, il faut véritablement relativiser. Est-ce qu'il pourra avoir les alliés peut-être sur le plan international? C'est bien possible. Vous savez, sur le continent africain, la plupart des gens qui sortent de nulle part un peu et qui se déclarent candidats de manière un peu inopportune, de manière inattendue, le font sûrement parce qu'ils ont des alliés, pas simplement des alliés internationaux, mais aussi des alliés au sein du pays. D'ailleurs, des membres de l'opposition saluent cette dissidence, cette cassure entre Jean-Marie Michel Mokoko et le président Denis Sassou Nguesso, et qui estiment que pour eux, Jean-Marie Michel Mokoko va permettre de grappiller un peu sur le bastion, sur les votes du président Sassou dans le Nord. Donc pour eux, il s'agit d'une stratégie. Pour eux, ce général est quelque chose, est un individu ou alors est une stratégie politique qui va les amener justement à fragiliser le président Sassou. Je vous propose à présent d'écouter le général Jean-Marie Michel Mokoko qui parle de sa candidature à l'élection présidentielle. Comme vous le savez, il y a une échéance qui va se dérouler pour l'élection présidentielle au mois de mars. Bon, je voulais être déchargé de mes fonctions pour avoir liberté de manœuvre dans tout ce que je vais entreprendre pour cette échéance. Je serai candidat, oui. Je serai candidat parce que j'estime que j'ai des choses à dire et que j'ai réfléchi pendant longtemps aux différentes problématiques de mon pays. Et je pense que je suis en mesure de proposer des solutions à mes compatriotes. La déclaration est claire. Le candidat à la présidentielle du 20 mars face au président Denis Sassou Nguesso ne se verra-t-il pas fragilisé dans cette affaire utilisée aujourd'hui comme l'arme anti-Mokoko? Bien évidemment, c'est vrai que la vidéo qui est exhumée aujourd'hui ne milite pas en faveur du général Jean-Marie Michel Mokoko qui veut briguer la présidence. Et c'est de droit, c'est un citoyen congolais. Il a tous les droits, comme tous les Congolais d'ailleurs, de vouloir briguer le pouvoir suprême. Mais je pense également qu'il y a un fait qu'il faut relever également ici. Parce que quand il a été appelé pour être entendu, il faut aussi comprendre le point de la discorde. Pourquoi est-ce que Jean-Michel Marie Mokoko peut-être quitte le pouvoir?
Parce que justement, il n'a pas souhaité accorder sa voix, il n'a pas souhaité surfer de la même vague que ceux qui voulaient que Denis Sassou Nguesso puisse réviser la Constitution. En fait, il s'est prononcé contre le projet de révision de la Constitution initié par le président au pouvoir. Voilà la véritable pompe de discorde entre les deux personnalités. Donc il s'est exprimé sur la question, il a donc été appelé à venir s'expliquer au Congo-Brazzaville. Vous savez très bien qu'il est détaché il est cadre contractuel auprès de l'Union africaine pour ce qui est de la RCA. Donc il a été sommé de venir s'expliquer, il a estimé qu'il s'agissait d'une humiliation et qu'il n'avait pas à le faire. D'ailleurs, parce qu'il était convoqué, il a évoqué le fait qu'il était, comment dirais-je, qu'il était un peu préservé par une immunité diplomatique de par sa fonction occupée de représentant spécial à l'ONU et auprès de l'Union africaine. Oui. Et qui n'était pas aussi intéressant pour la police de le convoquer parce que lui, il est militaire et que c'est à la gendarmerie de le convoquer. Or, il se trouve qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de différence entre la police militaire, gendarmerie. Non, il n'y a pas un tribunal militaire en fait. Il n'y a pas un tribunal qui puisse le convoquer. Il n'y a pas de police militaire en fait dans ce pays. Il n'y a pas un tribunal militaire. Et donc c'est la police qui joue office, qui fait office de cela. Et donc ça c'est ce que le gouvernement a avancé. Mais du côté de l'Union africaine, quand on a poussé un peu la recherche plus loin, on comprend qu'au niveau de l'Union africaine, on précise qu'il a démissionné parce qu'il y avait incompatibilité entre la fonction qu'il exerçait au niveau de la RCA et notamment sa volonté de briguer le pouvoir. Donc à partir du moment où il veut être candidat, il devient citoyen congolais et ne peut pas au même temps bénéficier de l'immunité que lui conférait auparavant son statut de contractuel de l'Union africaine. Donc en réalité aujourd'hui, il n'a pas d'immunité à partir du moment où il veut être candidat à l'élection présidentielle, il doit se soumettre aux lois de son pays. Alors pour les gens qui ont cheminé ensemble, est-ce qu'il n'est pas possible de recourir à une réconciliation, bien que nous soyons en politique? C'est possible. Et vous savez, la politique est le chantre de l'incertitude. Je pense que les jours à venir vont nous édifier. Mais je pense que tel qu'il est parti là, il va être difficile d'arriver à une réconciliation entre les deux candidats. Déjà que la présidentielle, c'est le 20 mars prochain. Tel que maintenant, on verra l'issue de la vidéo parce que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été entendu puis relâché par après. Est-ce qu'il est relâché parce que on n'a pas pu établir notamment sa culpabilité dans ce qui se passe, encore qu'il s'agit des enquêtes préliminaires. Vous comprenez très bien que la vidéo qui est exhumée a été faite pour des besoins opportuns, pour justement le discréditer, parce que lui veut briguer la magistrature suprême. Et de ce point de vue, on peut comprendre que le général Jean-Marie Michel Mokoko soit véritablement un candidat craint par le parti en place, mais également il faut relativiser en comprenant que Denis Sassou Nguesso a avec lui une machine électorale qui bat campagne pour lui depuis 2012. Le 20 mars, c'est pour bientôt et on va rester accroché autour de cette élection au Congo-Brazzaville, avec les candidats que nous connaissons déjà, puisque le général Jean-Marie Michel Mokoko a déclaré sa candidature. On y reviendra. Autre sujet sur la table internationale, le décret de naturalisation de Blaise Compaoré a été publié à Abidjan au journal officiel du 18 janvier 2016. L'ancien président burkinabé qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour son implication présumée dans la mort de l'ancien chef d'État Thomas Sankara. L'ancien président du Burkina Faso exilé en Côte d'Ivoire, naturalisé ivoirien en novembre 2014. Le décret de naturalisation de Blaise Compaoré a été signé de la main du président ivoirien Alassane Ouattara, en même temps que celui de son frère aîné, également naturalisé ivoirien. Les décrets signés le 17 novembre 2014 sont entrés en vigueur au lendemain de leur publication, le 18 janvier 2016. Ce décret intervient alors que Blaise Compaoré est poursuivi par la justice internationale pour son rôle présumé dans l'assassinat de l'ancien président du Burkina Faso Thomas Sankara en 1987 et pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, de but en blanc, que cache la naturalisation de Blaise Compaoré? Non, je pense que désormais, le président Compaoré, l'ex-président Compaoré ne pourrait plus être arrêté. Le mandat
international qui a été émis par le Burkina Faso aujourd'hui n'a plus une grande valeur face au président Compaoré, à l'ex-président Compaoré, puisqu'aujourd'hui il n'est plus burkinabé, il est ivoirien. Et vous savez très bien, là où je pense qu'il s'agit d'un calcul politique réussi, souvenez-vous, il y a quelques semaines, le président Ouattara en France avait dit au président Hollande qu'il n'allait plus extrader les Ivoiriens. Et donc, à partir de ce moment donné, puisque le président Compaoré est ivoirien, et donc il ne peut pas être extradé. Puisque pour extrader un Ivoirien, il faut bien évidemment l'aval, le consentement du pays, de l'État. Et donc, le président burkinabé, aujourd'hui ivoirien, ne peut donc pas être extradé, alors qu'il y a un mandat international qui a été émis par le Burkina Faso. Sauf s'il arrive à voyager pour aller au Burkina Faso. Et croyez-moi, ce n'est pas une destination prisée pour le président Blaise Compaoré aujourd'hui et même son frère. Il s'agit véritablement d'une roubladise politique qui permet de soustraire de la justice, justement, le président ou le président déchu Blaise Compaoré aujourd'hui. Et quand on écoute ce reportage, on comprend très bien que la naturalisation du président Compaoré a été signée depuis 2014, c'est-à-dire que quelques mois après son éviction du pouvoir de manière catastrophique, et que justement il a été publié quelques semaines après l'émission du mandat international contre lui. Tout est question de calcul avec aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara. Ce qui peut nous amener à revenir sur l'entretien téléphonique, notamment entre Guillaume Kigba Folisolo et Djibril Bassolé, qui était en son temps le ministre des Affaires étrangères du président Compaoré. Et vous savez que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avait déclaré qu'il était un homme de mission. Un homme de mission, c'est un comment? C'est quelqu'un qui est commandé pour une mission. Alors si la deuxième personnalité d'un pays comme la Côte d'Ivoire est un homme de mission, ça veut dire que la seule autre personnalité qui peut être le commanditaire, c'est le président de la République. Et donc, en définitive, Blaise Compaoré l'a fait pour échapper à la justice de son pays parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants. Se sent-il vraiment coupable de la mort tragique de Thomas Sankara au regard de cette pichenette stratégique utilisée par l'ancien chef d'État burkinabé? Puisque tout le monde le dit, et d'ailleurs le mandat a été émis dans ce sens-là pour son rôle présumé des crimes et des recettes de cadavres également. On sait que le crime, la mort est survenue en 1987, donc c'est pour cela, et un ensemble de choses. Un ensemble de choses comme par exemple les tueries. Vous savez qu'entre il y a eu des échauffourées pour son éviction du pouvoir par la force, par la rue. Donc aujourd'hui, il s'est soustrait de tout cela en obtenant du président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire la naturalisation en tant qu'Ivoirien. Aujourd'hui, véritablement, ça relance la sincérité. Et j'ai été sidéré d'écouter l'un des partisans du président burkinabé, qui est au Burkina aujourd'hui, qui disait que si on tient compte du fait qu'il y a une justice des vainqueurs qui persiste aujourd'hui au Burkina, on peut comprendre la logique qui a amené le président Compaoré à solliciter la naturalisation. Mais sauf que la justice des vainqueurs, elle existe depuis. Il précise qu'elle existe depuis. Même quand le président Compaoré était encore au pouvoir, il estime que hier, il y a la justice des vainqueurs et qu'aujourd'hui elle persiste. Et que par rapport à la persistance de la justice des vainqueurs qui était hier et qui a servi au président Compaoré, on peut cautionner sa volonté notamment d'obliger, de demander d'être naturalisé ivoirien et de l'obtenir surtout du président Ouattara. Si l'importance d'une normalisation des relations entre les deux pays devrait s'imposer au plus haut niveau de l'État, la nouvelle fait tout de même grincer les dents à Ouagadougou. Bien sûr, mais je pense que c'est aussi une bonne chose. On peut voir les choses d'un tout autre angle. Il s'agit de clore le dossier vengeance ou alors du dossier réconciliation, vous voulez, du dossier du président burkinabé et de travailler à autre chose. D'ailleurs, le pouvoir burkinabé s'est exprimé en disant qu'aujourd'hui, les priorités sont ailleurs. Au moins de ce point de vue, on a clos ce dossier et ça amène le pouvoir du Burkina à laisser un peu la piste vengeance et autres pour s'engager résolument sur les vrais chantiers qui interpellent le Burkina Faso aujourd'hui, avec ce peuple-là qui est légendaire, qui a véritablement travaillé pour que notamment le président Roch Marc Kaboré puisse tout faire pour que ce peuple mérite toute sa bravoure avec ce que le Burkina a fait aujourd'hui sur le continent africain en faisant partie le président Compaoré qui lui estimait être là ad vitam aeternam. Merci Ghislain. Il ne vous reste qu'à prendre congé des téléspectateurs pour cette autre sortie d'International. Nous avons donc décrypté l'actualité. Heureusement que nous avons toujours sur le plateau Ghislain Cougrand qui bientôt célèbre son anniversaire.
Bien sûr, ce sera en mars prochain, le 10 mars précisément. Et vous, c'est le 3 mars, je crois. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé International. On se retrouve donc dans quelques jours pour une autre sortie.